Au nord de Carantec, nous arrivons à Saint-Paul-de-Léon. Le riche patrimoine religieux de Saint-Paul nous rappelle qu'ici, la culture légumière est à l'origine du passé puissant de l'évêché du Léon. L'édification de la majestueuse cathédrale de Saint-Paul de Léon s'est déroulée du XIIIe au XVIe siècle à l'emplacement des ruines d'une église romane. La cathédrale dresse ses deux tours dissemblables aux imposants clochers d'une hauteur de 55 mètres. Le palais épiscopal se trouvait ici, collé à la cathédrale. Aujourd'hui, il abrite la mairie. Saint Paul, surnommé Aurélien, est né en 492 au pays de Galles, dans une famille de riches gentilshommes. Destiné à une carrière militaire, il rentre au monastère de Saint-Idultus à 15 ans, contre la volonté de son père. Le jeune homme, ordonné prêtre, embarque en 525 en compagnie de 12 compagnons pour la Bretagne. Il débarque à l'île d'Ouessant, puis remonte vers le nord Finistère en longeant la côte. La légende raconte qu'il arrive à l'île de Bas, où il débarrassera l'île d'un dragon terrifiant à l'aide d'une clochette dorée. Cette fresque religieuse est représentée sur les vitraux de la cathédrale Saint-Paul. Informés de ce prodige, les habitants du petit bourg, qui ne portent pas encore le nom de Saint-Paul, le demandent pour évêque de Léon. Après une longue hésitation, et à la demande expresse du roi, il accepte et devient le premier évêque de Léon, d'une lignée qui comptera une soixantaine de prélats jusqu'à la Révolution. Fatigué, saint Paul se retire à son monastère de Bas en 566, où il décédera à l'âge de 102 ans. Après les périodes tumultueuses de l'histoire, les reliques de saint Paul, moult fois déplacées, ont trouvé repos près du cœur de la cathédrale. On peut voir le crâne et le radius du saint homme. L'atmosphère intérieure, la beauté des voûtes et des lumières de cette cathédrale basilique lui confèrent une atmosphère très particulière.
De nombreux détails, ici et là, témoignent du lien étroit qui a existé dans le passé entre la culture légumière et la foi. Nous sommes ici en plein cœur de la zone légumière, un des plus grands bassins européens maraîchers. Il y a des millions d'années, des icebergs se sont formés au pôle Nord et la conséquence directe ici a été l'assèchement de la Manche qui a libéré une couronne et des terres à peu près 10 km, 10 km dans les terres et qui a libéré ces terrains, qui a permis en fait de pouvoir produire dans un premier temps la culture du lin. C'est la raison pour laquelle aussi probablement on l'a appelée la ceinture dorée. Elle s'étend de l'Auquirec jusqu'à la pointe Saint-Mathieu. La ceinture dorée, ça a été une grande époque où la culture du lin travaillée pouvait produire ce qu'on appelait chez nous les craies, donc des grandes toiles de textile qui mesuraient 122 mètres de long. Elles coûtaient entre 5 000 à 10 000 francs à l'époque et elle a été produite entre le 15e et le 17e siècle. Ça a rapporté énormément d'argent et c'est la raison pour laquelle chez nous on a pu construire, défaire, refaire des enclos. On pouvait donc faire intervenir un décorateur allemand, un architecte italien pour refaire ces édifices religieux. Alors, en ce qui concerne les monuments qui ont été bâtis grâce à cette économie florissante des toiles de textile, la Roscoff, ça s'appelait d'ailleurs les Roscones, eh bien, c'est Notre-Dame de Croix-Bas qui a été financée par les armateurs, puisque là, eh bien, il y avait à l'époque 2000 bateaux marchands. Qui n'est pas rien, qui partaient vendre ces toiles de textile. Notre chapelle du Cresquer ici a la flèche la plus haute de Bretagne, elle mesure presque 80 mètres. C'était également financé par les armateurs pour montrer à l'évêché combien on pouvait avoir les moyens ici sur Saint-Paul. Saint-Paul-de-Léon, jusqu'à la Révolution, eh bien, compte 7 paroisses, dont Santec-Roscoff. C'est ce qu'on appelle le Mini du Léon. C'est vrai que l'évêque régentait le Mini du Léon complètement. Mais c'est aussi grâce à eux que la culture a pu donc se développer sur le secteur. Donc les jardins de l'évêché avaient une superficie de quasiment 2 hectares. Il y avait de nombreux arbres, mais il y avait surtout des jardins à la française, donc des petits carrés autour d'une vasque ou de fleurs. Dans ces petits carrés, eh bien, on y cultivait les herbes aromatiques, les herbes médicinales. Il ne faut pas oublier que donc on se soigne avec ces herbes, et puis également des fèves, des pois, des panais. En 20 ans, ces jardins vont changer et Monseigneur de la Marche décide de changer la configuration et de faire quasiment des champs expérimentaux. Et dans ces grands champs, eh bien là, il va y cultiver les grands légumes et notamment la pomme de terre. C'est un contemporain de Parmentier, Monseigneur de la Marche. D'ailleurs, amicalement, on l'appelle dans le coin Escope ar patates, l'évêque pomme de terre. Les évêques ont aussi favorisé la culture de l'artichaut. Nous sommes ici donc dans un champ d'artichaut Camus. Donc le Camus, c'est vraiment le plus vieil artichaut de Bretagne. Cependant, il en existe 2 autres sortes, qui est donc le Castel, qui a été mis au point par Jean Cor, un ingénieur agronome de l'INRA. Mais il existe également 12 à 15% de la production bretonne, qui est donc le petit violet. Ce petit violet, donc, on dit que c'est l'artichaut de Provence. En réalité, il est plutôt cultivé du côté de Perpignan, donc en Catalogne du Nord, et Sainte-Marie. Il faut savoir que sur Saint-Paul-de-Léon, eh bien, c'est 80% de la production nationale qui est produite ici, donc sur le Finistère et les Côtes-d'Armor. Ça correspond à peu près à 6 000 à 7 000 hectares, contre 20 000 hectares donc, dans les années 80.
Hein, la production, la superficie a tendance à diminuer d'année en année du fait que c'est un travail extrêmement dur à réaliser tant au niveau des drageonnages que du travail sur ce légume en particulier. La culture ici est celle de conserver 3 têtes sur un plant d'artichaut, et c'est la raison pour laquelle en fait il y a 2 dédrageonnages par an, c'est-à-dire qu'au pied des plants, eh bien, il va pousser un drageon, un gourmand en somme, et ce drageon il va falloir l'enlever parce que sinon eh bien, il va proposer d'autres petites têtes comme celle-ci. Et nous, le camus, eh bien, nous le mangeons pour son réceptacle, hein, donc le fond, c'est-à-dire qu'on enlève ce qu'on appelle le foin et on va le manger en vinaigrette ou farci, alors que dans le sud, eh bien, eux vont préférer plutôt des petits violets pour manger le cœur. Donc le cœur de l'artichaut, hein, c'est bien les feuilles avec le fond. Et finalement, pour le manger, eh bien, on enlève 2/3 de l'artichaut, du petit violet, on ne conserve vraiment que son cœur. Hein, c'est des habitudes alimentaires différentes. La SICA de Saint-Paul-de-Léon a été créée en 1961 par des producteurs qui ont voulu se regrouper pour structurer la mise en marché de leurs légumes. À la tête de ces producteurs, donc, on avait bien sûr Alexis Gourvenec, qui a aussi énormément contribué au développement économique de la Bretagne. La SICA de Saint-Paul-de-Léon rassemble aujourd'hui 1500 producteurs sur une zone de production qui couvre 20 000 hectares, qui s'étend globalement de la pointe de Brest jusqu'au Trégor finistérien, jusqu'à la baie de l'Auquirec. En plus, nous avons également des surfaces sous abri, hein, donc 150 hectares pour produire notamment de la tomate, mais aussi de la fraise, des fleurs coupées, des plantes fleuries, puisque la SICA de Saint-Paul-de-Léon aujourd'hui, c'est du légume, mais c'est aussi de l'horticulture ornementale. Les producteurs effectivement ont décidé avec la SICA de créer un marché au cadran pour valoriser leurs légumes, pour fixer des règles de transparence et d'équité entre producteurs. Parce qu'auparavant, il est vrai que c'était les négociants qui achetaient la marchandise sur la place de Saint-Paul, du producteur qui venait présenter ses légumes dans sa charrette. Et donc il faisait un peu la pluie et le beau temps, on va dire, hein, et face à différentes crises, différentes situations de marché difficiles, plusieurs situations de marché difficiles, les producteurs se sont dit qu'il fallait qu'ils reprennent un peu les choses en main et qu'ils se rassemblent, qu'ils structurent leur offre pour toujours les proposer aux négociants Prince de Bretagne. Donc le système des négociants existe toujours, hein, ce sont toujours nos acheteurs, donc les acheteurs des légumes issus de nos exploitations. La seule petite différence, c'est que depuis donc, la création du marché au cadran, on présente une offre commune, globale, à nos négociants Prince de Bretagne. Donc le marché au cadran permet en quelque sorte de respecter des règles de transparence et d'équité entre producteurs. Alors le marché au cadran, son fonctionnement est très simple et les règles de fonctionnement du marché au cadran sont toujours les mêmes hein, depuis 1961, date de création du marché. Les fondamentaux restent identiques, c'est-à-dire que les producteurs donc, coupent leurs légumes, récoltent leurs légumes dans leurs champs, ils les livrent dans des stations de conditionnement et d'agréage et le lendemain, cette marchandise, ces légumes, sont proposés à la vente aux expéditeurs.
Donc tous les jours, 5 jours par semaine, nous organisons un marché au cadran pour proposer notre marchandise aux négociants Prince de Bretagne. Le marché au cadran, il se déroule généralement de 8h15 jusqu'à 10h grand maximum. Et donc il permet de vendre l'ensemble de la marchandise issue de nos exploitations. Nos producteurs produisaient historiquement du chou-fleur, de l'artichaut, de la pomme de terre primeur, mais aujourd'hui la gamme s'est énormément diversifiée. Nous avons plus de 25 légumes à proposer à nos acheteurs, à nos négociants Prince de Bretagne. Donc à côté du chou-fleur blanc, on va trouver du chou-fleur de couleur, du chou romanesco, du brocoli. Au niveau des artichauts, on cultive toujours bien entendu le camus de Bretagne, qui est la variété traditionnelle de la région, mais on peut trouver également d'autres variétés comme le castel ou le petit violet. Alors la tomate, c'est une diversification qui est née au début des années 80. Donc aujourd'hui, nous avons 50 producteurs de tomates sous abri qui produisent 35 000 tonnes de tomates à l'année. Donc la diversification à la SICA, c'est aussi toute une gamme de mini-légumes, une gamme de légumes biologiques. Donc nous avons 25 producteurs spécialisés en agriculture biologique. En contrebas des terres légumières, le littoral de Saint-Paul s'étend sur 13 km, parsemé de plages, criques et grèves propices à la détente et aux jeux de plage.